Vous avez également un critère qui est important, dont on a parlé hier, les antécédents de défaut d'exécution de marché. Donc là où une entreprise ne peut pas répondre à un appel d'offres, si elle a eu une résiliation de son marché qui a été prononcée à cet ordre exclusif dans les 5 dernières années et qu'elle n'a pas fait de recours sur la résiliation du marché. C'est quand même un critère important, non-éligibilité d'une entreprise. Dans les directives de l'AFD, il n'est pas dit clairement que lorsqu'il y a une contradiction, c'est les directives qui s'appliquent. Contrairement aux directives de la banque qui disent clairement qu'en cas de contradiction, c'est les directives de la banque qui s'appliquent. Ici, il est dit simplement que lorsqu'il y a contradiction, on informe simplement le bailleur. Mais il n'y a pas de décision tranchée. Alors nous, ça nous pose problème dans la mise en œuvre de ce... Et donc je considère qu'il y a véritablement une contradiction et qu'on doit avoir des éléments clairs sur la base desquels on doit pouvoir s'appuyer pour trancher. C'est que les dispositions qui préservent le mieux les bonnes pratiques internationales seront appliquées. Alors c'est un peu large, mais ça veut dire que là, il faut qu'il y ait une décision qui soit prise pour décider qu'est-ce qui va s'appliquer. Et en l'occurrence, sur ce type de critères d'éligibilité où on est plus restrictif parce qu'on va demander à ce que la période d'exclusion d'une entreprise soit de 5 ans par rapport à 2 ans sur la réglementation locale, dans ce cas-là, ce qui est tranché, c'est que c'est les 5 ans qui sont plus restrictifs qui s'appliquent. Il peut arriver qu'une entreprise a été suspendue ici pour résiliation qui a 2 ans, mais qui n'a rien à voir avec un marché financé par l'AFD. Dans ce cas-là, cette entreprise, on ne l'exclut pas. Les entreprises qui seront exclues, ce sont des entreprises qui auront signé la déclaration d'intégrité et qui seraient sanctionnées dans le cadre d'un marché financé par l'AFD. Je pense que ça peut résoudre la question. Puisque le fondement même de la sanction des 5 ans, c'est la signature de la déclaration d'intégrité. Donc, une entreprise qui n'a pas signé la déclaration d'intégrité, mais qui a été sanctionnée dans le cadre de la réglementation ivoirienne, peut, pour moi, soumissionner un marché de l'AFD si ces 2 ans sont terminés. Puisque le fondement de la sanction même des 5 ans, c'est dans la déclaration d'intégrité. On discutait pour être sûr, notre critère n'est pas lié qu'au marché financé par l'AFD. Donc à partir du moment où l'entreprise a eu un contrat qui a été résilié à cet ordre exclusif, que ce soit en Côte d'Ivoire, sur des marchés financés par l'AFD ou dans un autre pays, oui, peu importe, dans ce cas-là, elle rentre dans le cadre du critère d'exclusion de la déclaration d'intégrité et peut pas financer par. Donc là, on demande dans ce critère-là de soumettre des états financiers par l'entreprise au cours d'un certain nombre d'années. Donc ça, on va regarder ensemble ce que vous avez mis et qui permettent de démontrer que l'entreprise a une solidité financière suffisante et une profitabilité suffisante. Et 2 ratios financiers sont intégrés dans ce critère-là, dont il faut définir le niveau. Donc, quand on lance un marché de travaux, on va donner à l'entreprise une avance de démarrage, donc ça va lui donner une liquidité, mais tout au cours des travaux, elle va devoir s'approvisionner en matériaux, en béton, en gasoil, en fer, en je ne sais quoi. Donc ça, il va falloir qu'elle ait de la trésorerie qui soit disponible pour pouvoir acheter ses approvisionnements. Il va falloir qu'elle paye ses employés, ses sous-traitants. Mais elle, il y aura toujours un délai qui peut être plus ou moins long, mais qui souvent est assez long pour elle-même être payée par vous, maîtrise d'ouvrage, que ça passe au circuit, par le bailleur de fonds. Alors, concernant le ratio de liquidité, de trésorerie, c'est lequel on apprécie pour mesurer la capacité de l'entreprise. Parce que ces ratios peuvent varier sur la période. Est-ce qu'on fait la moyenne ou bien on retient le dernier ratio? Ce que je voulais également vous partager, c'est qu'on avait introduit ces 2 types de ratios en 2017. On a eu sur la base de l'expérience qu'on a eue aussi, de retour des maîtrises d'ouvrage, des entreprises, sur ces ratios-là, on les a fait évoluer, nous, dans nos dossiers type AFD qu'on utilise dans le monde entier. Et du coup, on va vous les montrer, et vous les aurez dans les corrections, avec une idée qui est un peu différente, où on va demander à l'entreprise de répondre au moins à 2 ratios sur les 4. Donc ça laisse plus de souplesse. En gros, on a mis 4 ratios financiers différents, mais pour répondre aux critères de qualification, l'entreprise doit répondre au moins à 2 des 4. Donc si elle ne répond pas, par exemple, sur le ratio d'endettement, mais par contre qu'elle répond sur le ratio de liquidité et sur le ratio qui est sur les fonds propres, dans ce cas-là, c'est acceptable pour nous. Donc ça laisse plus de marge pour les entreprises pour répondre
à ces ratios-là, et ça prend un peu plus en compte la réalité des entreprises qui peuvent avoir des années qui sont bonnes, des années qui sont moins bonnes, avoir un chiffre d'affaires sur une année qui va être meilleur mais qui ne reflète pas complètement la situation standard de l'entreprise. Voilà, ça laisse une appréciation plus simple. Je pense que pour une entreprise, c'est de savoir est-ce que l'entreprise peut démarrer les travaux à ses propres frais. Si c'est une collectivité, on peut demander les ratios de liquidité, d'endettement et autres. Mais pour une entreprise, demander ces ratios-là, c'est trop demander. Le plus important, c'est de savoir est-ce que l'entreprise peut entreprendre les travaux. Voilà, mais si on veut trop aller en profondeur, je pense que c'est une manière d'exclure. De mettre un niveau minimum sur la capacité financière des entreprises pour exécuter le marché. Le critère suivant, c'est le critère du chiffre d'affaires annuel moyen. Donc là, est-ce que quelqu'un peut nous dire quel est le niveau sur ce ratio? On a mis 130 millions. 130 millions d'euros. 130 millions. Oui. Puisque le budget prévisionnel, c'était de 65 millions. Le délai d'exécution, c'est 400 jours. C'est environ un an, en fait. 360 plus. Voilà. Donc, on a fait les 65 millions d'euros multipliés par 2 pour trouver, en fait, le chiffre d'affaires. Au type d'entreprise qu'on peut attendre, mais sans mettre un niveau trop élevé qui pourrait risquer, en fait, d'éliminer un certain nombre d'entreprises qui seraient entre 100 et... qui seraient... par exemple, si on mettait un niveau à 120 millions, des entreprises qui seraient à 100, 110 ne passeraient pas à ce critère-là. Et pour autant, d'avoir un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros par an, c'est déjà un beau chiffre d'affaires. Donc, voilà pourquoi, dans ce cas-là, nous, on avait mis un coefficient qui était de 1,5. Voilà, les petites notes de bas de page que vous avez lues, c'est un guide pour avoir des ordres de grandeur, mais ce n'est pas strictement ce qu'il faut suivre tout le temps. Il faut réfléchir aussi un petit peu... à la situation et aux entreprises qui sont visées. Jean, la réhabilitation de ponts, est-ce que on peut, puisque vous avez dit le chiffre d'affaires annuel doit rentrer entre 1,5 et 2 fois le montant de paiement annuel, est-ce qu'on peut estimer que 1,5 fois c'est très élevé si on a l'estimation du projet et prendre peut-être entre 80% et entre 0,8 et 1. C'est aussi une analyse du risque que vous prenez en tant que maîtrise d'ouvrage de laisser passer des entreprises qui n'auraient pas un niveau suffisant. Alors peut-être que 80% peut être pertinent, mais voilà, peut-être que 80% du chiffre d'affaires, ça peut laisser passer trop d'entreprises qui sont très limites sur ce chiffre d'affaires-là. Et du coup, vous prenez un risque en mettant un niveau qui serait trop faible, de laisser passer des entreprises qui, derrière, ne seront pas capables d'exécuter le chantier. Ce que nous, on fait, quand on dit chiffre d'affaires annuel moyen, c'est-à-dire qu'on prend pour chaque année, on fait une moyenne. Et lorsqu'on met un chiffre d'affaires annuel, c'est-à-dire que sur les 5 ans, est-ce qu'au cours d'une année, l'entreprise a eu 130 millions d'euros, enfin, si on multiplie par 2, et là, on suppose que le critère est rempli. Voilà, donc les deux types d'appréciation sont dans le dossier, c'est tout juste. Pour moi, c'est la première appréciation, c'est le chiffre annuel moyen sur 3 ou 5 dernières années. Donc on fait la moyenne annuelle sur les 3 dernières années, et ça doit atteindre à minima 90 ou 100 millions d'euros, selon le niveau qu'on a mis. Si une entreprise répond seule au marché, elle doit répondre à chacun des critères. C'est assez logique, elle répond à chacun des critères. Après, là où c'est un peu plus compliqué, c'est si on a un groupement d'entreprises. Donc on a 2, 3, 4 entreprises qui se mettent en groupement pour répondre à l'appel d'offres. Dans ce cas-là, selon les critères, on va avoir une appréciation de l'atteinte des critères qui va être différente. Et notamment pour ce critère-là, ce qu'on dit, c'est que toutes parties combinées doivent répondre aux critères. Donc là, on a mis un critère de chiffre d'affaires de 90 millions. Ça veut dire que si on a 3 membres du groupement, les chiffres d'affaires annuels moyens additionnés de chacune de ces entreprises doit être égal au moins 90 millions. Donc il faut qu'ensemble, elles répondent à ce critère-là. Mais on précise un peu plus. Donc ensemble, elles doivent répondre aux critères, mais on dit en plus, chacune des parties doit satisfaire, nous on a mis un chiffre de 25%, je crois que c'est ce que la plupart a mis. Donc chacune des entreprises, membres du groupement, doit répondre au moins à 25% de 90 millions d'euros. Donc on veut s'assurer que chacune des entreprises a quand même un chiffre d'affaires minimum qu'elle atteint, pour s'assurer
que chacune des entreprises est d'une taille suffisamment importante pour répondre au type de marché dont on est en train de parler. Donc, on a pris les 65 millions. Nous, on avait le délai d'exécution de 13 mois. Donc, on a divisé les 65 millions par 13 mois. On a obtenu 5 millions qu'on a multiplié par 4. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Et on dit qu'on veut avoir un taux de facture, un chiffre qui corresponde à 3 ou 4 mois de facturation. Donc, on multiplie ce taux journalier par, du coup, si c'est 3 mois, c'est 90 jours, si c'est 4 mois, c'est 120 jours, donc multiplié par 90 ou 120. Et comme le disait madame, on va arriver entre 15 millions et 20 millions si on était sur un taux de facturation de 4 mois. Donc là, qui sont les critères d'expérience. Donc on est sorti des critères financiers. Maintenant, on veut s'assurer que les entreprises de travaux qui répondent à l'appel d'offres, et celle qui sera attributaire en l'occurrence, aient une expérience en termes de travaux qui vous assure qu'elle va être capable de faire les travaux qu'on va lui demander. Donc si là on est en train de parler d'une centrale photovoltaïque, on ne veut pas avoir une entreprise qui a fait que de la route. C'est logique, mais il faut quand même s'assurer que l'entreprise a fait des travaux similaires en termes de nature de travaux, de taille, de complexité, de type de technologie, pour s'assurer que quand si elle est attributaire du marché, elle va savoir construire votre centrale photovoltaïque. Que chaque partie remplisse. Si les trois sont ensemble, forcément, les trois parties. Ici, on dit chaque partie doit satisfaire aux critères. Donc, forcément, si une partie remplit aux critères, s'il y a deux autres même qui ne remplissent pas, mais du moment où les trois sont ensemble, forcément, le critère est rempli. Donc, la partie combinée, pour moi, ça satisfait aux critères. La partie combinée, il suffit qu'il y ait une entreprise sur les trois qui remplisse ce critère pour qu'on valide le critère de qualification. Là, ce qu'on attend, c'est que chacune des entreprises ait bien une expérience de travaux dans les 5 dernières années. Donc, il faut que chaque partie du groupement, donc chaque entreprise, démontre qu'elle répond à la référence. Avoir effectivement exécuté en tant qu'entrepreneur ou s'attend dans au moins 2 marchés au cours des 5 dernières années pour une valeur minimum de 52 millions d'euros. C'est-à-dire 65 millions multiplié par 80 divisé par 100 pour avoir les 52 millions d'euros. Tout ce qu'on veut, c'est un document qui prouve que réellement l'entreprise a eu à mettre en œuvre ces mesures-là et qu'elle a suivi un plan de gestion environnementale et sociale. Et que ce n'est pas simplement encore des procédures standards, un document standard d'engagement, comme quoi elle fera bien les choses. C'est concrètement, elle a eu à gérer des choses sur un chantier et elle le démontre. Et pour vous, vous assurez que vous recevez un rapport qui correspond, qui permet de démontrer une mise en œuvre. Là encore, vous n'allez pas analyser le rapport. C'est simplement un document qui prouve la mise en œuvre. Un 4e critère qui est l'expérience spécifique de transfert de compétences ESSS. Alors ça, c'est vraiment un critère à apprécier par vous en tant que maîtrise d'ouvrage si vous considérez que c'est important pour vous qu'il y ait un transfert de compétences qui se fasse sur ces sujets-là. Si sur un gros chantier ou même un chantier moyen, c'est important que le personnel local, une entreprise locale qui sera en groupement avec une entreprise internationale ou 2 entreprises nationales qui sera en groupement avec une entreprise qui a plus d'expérience, qu'elle puisse faire un transfert de compétences sur ces sujets à son personnel, à ses sous-traitants, à ses entreprises, pour qu'il y ait un renforcement des compétences sur ces sujets-là. Si pour vous c'est important, vous pouvez le mettre comme critère de qualification et l'entreprise devra démontrer, donc c'est l'entreprise mandataire, devra démontrer qu'elle a déjà fait sur d'autres chantiers ce transfert de compétences. Notre objectif, c'est d'assurer à travers ces critères-là un niveau d'exigence qui reflète le niveau de risque et d'impact du marché de travaux, les risques de réputation qu'on peut avoir, vous et nous. L'objectif, c'est pas d'éliminer toutes les entreprises et de faire des appels d'offres qui sont infructueux. C'est franchement pas notre intérêt. Alors j'avance un petit peu. La clause suivante, donc qui est vraiment importante, on en a discuté hier, c'est la question du prix. Donc quelle sera la modalité de rémunération de ce marché? Alors, vous vous rappelez, on a beaucoup échangé sur prix global et forfaitaire ou prix unitaire. Alors là, je pense qu'on a pas mal discuté hier, donc j'aimerais bien qu'on ait des réponses sur toutes les tables. L'évaluation, par exemple, des coûts de transport, parce que ce sont des éléments qui ne sont pas cotés sur la base d'unités. Par contre, la partie unitaire, ce sont les équipements à acquérir, parce que les équipements sont connus, avec des spécifications techniques bien définies. Donc, en fonction des spécifications techniques,
chaque équipement aura un coût unitaire? Par exemple, si on était sur la fourniture de camions, donc on lance un appel d'offres et on veut acheter 10 camions, et dans les spécifications techniques, on a dit qu'on veut un camion de telle capacité, qui a telle charge, qui possède tel équipement, et puis on a dit qu'on voulait qu'il soit de couleur rouge. On a 2 offres qui sont présentées en réponse à l'appel d'offres. Une offre qui propose des camions rouges et qui répond à toutes les autres spécifications. Et puis une deuxième offre qui propose des camions qui répondent aussi à tous les autres critères. Mais par contre, ils ont proposé des camions blancs. Alors la question, c'est est-ce que ces camions blancs, est-ce que l'offre est acceptable ou pas acceptable? Alors mon exemple, c'est juste un peu caricatural, mais la question, c'est maintenant si je vous dis que la maîtrise d'ouvrage, c'est les pompiers d'Abidjan. Voilà. Voilà. Donc là, si c'est pas les pompiers d'Abidjan, vous allez me dire que c'est un camion qui soit rouge ou blanc, on s'en fiche. Donc effectivement, on a pu mettre rouge dans le dossier d'appel d'offres. Bon, c'était pas très pertinent, mais si on a un camion blanc, on va pas rejeter l'offre pour cette raison-là. C'est une divergence qui est mineure. En revanche, si c'est les pompiers d'Abidjan, ils ont besoin d'avoir des camions rouges. Ils peuvent pas faire avec un camion blanc. Donc là, c'est une divergence majeure et on peut pas accepter l'offre. Sur cet exemple, ça vous éclaire un petit peu sur ces points-là. Donc on lance un appel d'offres pour acquérir du matériel technique. L'entreprise qui est classée en première position, c'est-à-dire la moins disante, il y a une différence d'environ 20 millions avec l'entreprise qui est classée en deuxième position. Et l'entreprise qui est classée en première position, effectivement, n'avait pas pris en compte une option d'un équipement. On a demandé à les utilisateurs qui nous ont dit qu'ils pouvaient utiliser quand même le matériel sans cette option. Mais à l'analyse financière, on se rend compte que la différence de coût entre les deux entreprises, c'est l'option en fait que l'entreprise qui est classée en deuxième position a chiffrée. Donc si cette option sort, du coup, c'est l'entreprise qui est classée en deuxième position qui devient moins disante. Nous, on a pris la décision de maintenir l'option et de prendre l'entreprise parce que dans la réalité, si l'entreprise cotait, elle n'allait pas être moins disante. Donc, souvent, il y a ces pièges qu'il faut voir. Sur la partie technique, donc sur la conformité technique de l'offre, donc on va commencer sur cette partie-là, où vous avez des extraits du dossier d'appel d'offres qui avait été remis aux entreprises, un petit extrait de l'offre de Gobi, un extrait du rapport d'évaluation, le travail qui va être à faire, donc vous allez vous transformer aujourd'hui en détective, ça va être sur la base des informations qui sont fournies, des éléments que vous avez, donc évidemment vous n'avez pas tout, mais vous avez suffisamment pour qu'on puisse traiter des sujets importants, devoir définir sur les différents critères si l'offre est conforme ou pas conforme. Au vu de l'offre que la structure Gobi a fait, on pourrait se dire que son offre est substantiellement conforme. Normalement, on n'a rien à dire. Critères, normalement, qui sont obligatoires, que l'entreprise se doit de respecter. Et il y a des critères, par exemple, qui n'influent pas véritablement sur le résultat qu'on attend. Est-ce qu'on peut se permettre de définir des déviations mineures ou majeures sur ces critères importants-là? Je pense que demander des CV à Gobi, qui a dans son offre même dit clairement qu'il n'y avait pas de CV, ça pose un problème d'égalité de traitement des candidats. Parce qu'on ouvre l'offre, on regarde les CV des autres soumissionnaires en fonction de la capacité du personnel des autres soumissionnaires. On propose un personnel plus expérimenté. Donc là, ça force la concurrence. Donc déjà, il y a un problème à ce niveau-là, simplement sur la question des CV. Donc effectivement, la question à se poser, c'est est-ce que c'était pertinent pour la maîtrise d'ouvrage de demander ces CV? Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait 13 CV qui étaient demandés. Donc c'est quand même une partie non négligeable de l'offre. Sur les CV, en plus sur la partie conception, donc là où vraiment on a besoin d'évaluer les CV des experts. Donc nous, on est d'accord avec vous que dans ce cas-là, la maîtrise d'ouvrage n'aurait pas dû demander la production des CV. D'autant qu'elle avait en plus quand même un certain nombre de doutes sur la conformité de l'offre et qu'avec l'absence des CV, de 13 CV dans l'offre, elle avait vraiment un moyen là qui était non discutable d'éliminer, de rejeter une non-conformité importante de l'offre par rapport à ce qui était demandé dans le dossier d'appel d'offres. Mais effectivement, vous avez noté dans la description des travaux
qu'il n'y a rien qui dit que l'entreprise est obligée de faire une variante. Elle peut simplement proposer une offre sur la solution de référence et si elle est attributaire, peut proposer une offre variante. Je pense que ce que ça veut dire, c'est qu'elle peut proposer, quand elle remet son offre, une offre sur la solution de base et une offre variante, mais que cette offre variante ne sera analysée que si elle était attributaire sur la solution de base à l'issue de l'appel d'offres. Donc ça, c'est pas un motif d'élimination de l'entreprise puisque ce n'était pas quelque chose qui était obligatoire. Que votre offre technique et financière réponde à la solution de référence pour laquelle je vous ai donné beaucoup de détails. Donc là, la vraie question qui se pose, c'est réellement, est-ce que la maîtrise d'ouvrage attend de l'entreprise de faire une conception alors qu'elle lui a tout donné? Et c'est bien la question qui s'est posée parce que Gobi, dans son offre, et c'est ce qu'on lit dans le rapport préliminaire, il a indiqué qu'il va respecter tous les plans qui sont fournis et la conception qui est spécifiée dans ce volume D. Donc il dit, vous m'avez donné plein d'éléments de conception, moi je vous dis que, ok, je vais me conformer à tout ça et je vais vous faire les travaux conformément à ces spécifications que vous m'avez données. Et il dit en plus que le volume D contient une liste de documents de conception qui est suffisamment détaillée à ce stade et que lui, dans la préparation de son offre, il n'a pas jugé nécessaire d'aller plus loin dans la conception parce qu'il a suffisamment d'éléments pour juger que la phase conception a été faite. Vu que le dossier d'appel d'offres donne tous ces éléments-là, on ne peut pas reprocher à Gobi de ne pas avoir fait une conception et de simplement dire qu'il va répondre à ce qui est prévu dans le dossier d'appel d'offres et qu'il se conformera à tout ce qui est prévu dans le dossier d'appel d'offres. Donc ce n'était pas un motif suffisant pour dire que l'offre était non conforme sur cet élément-là.